Je crois qu'il serait un peu illusoire de considérer que le sujet humain désire la liberté. Il désire la liberté autant qu'il peut la haïr. C'est-à-dire que, regardez par exemple, quelque chose de tout à fait évident, lorsque les gens sont en week-end ou sont en vacances, où ils fréquentent les plages, où ils fréquentent les cabinets médicaux. C'est-à-dire qu'ils tombent malades et ils sont pris dans une angoisse hypocondriaque, une angoisse de l'incertitude, une angoisse du futur, une angoisse de la liberté. De la liberté. Qu'est-ce que je vais faire de mon temps à partir du moment où il n'est plus normé, où il n'est plus planifié, où mes comportements ne sont plus prescrits. Donc je crois qu'il faut faire attention à l'illusion selon laquelle le sujet humain aspire absolument à une liberté totale. La liberté suppose la capacité aussi de supporter l'angoisse sociale, de supporter l'angoisse de l'incertitude, de l'indéterminé. Ce n'est pas donné à tout le monde et en tout cas pas tout le temps. Donc c'est un point qui est extrêmement important. Alors, les dispositifs de normalisation, c'est aussi des fabriques de servitude volontaire, c'est aussi des fabriques de soumission sociale librement consentie, et c'est aussi des fabriques d'imposteurs. D'ailleurs, comme vous le savez, j'ai un peu travaillé sur cette question. Bon, il va de soi que, d'abord, on commence à vous vous laisse croire que la norme est objective. Donc on revient à cette confusion entre l'appréciation qualitative, le jugement de valeur, et puis la référence objective, statistique, fréquentielle, normative. Vous voyez, bon, ce qui n'est pas vrai. Tous les travaux de Canguilhem montrent qu'il y a une espèce d'impensée cognitive, d'impensée sociale dans les normes. Il dit d'ailleurs très bien que la norme ne se déduit pas de la moyenne, elle se traduit dans la moyenne. L'exemple concret est très simple. Si vous prenez la durée de vie d'un être humain, ça va être à tel siècle 30 ans, à tel autre 50, à tel autre 60, et puis aujourd'hui par exemple 75 ou 80. Bon. Sauf que donc, ça n'est pas cette moyenne qui va donner la norme, mais par contre, la moyenne va opérer une traduction de la norme dans le chiffre. Et donc aujourd'hui, on est plutôt, nous, aliénés à une espèce de romantisme des chiffres qui nous laisse penser que ce qui est quantifié est vrai. C'était, comme le dit encore Canguilhem, tout se passe comme si la qualité n'était rien d'autre qu'une propriété émergente de la quantité. Donc vous avez un chiffre, et vous savez bien que c'est vrai aujourd'hui dans tous les domaines, vous avez un chiffre, donc c'est du béton, donc c'est objectif, c'est transparent, etc. Ça n'est pas vrai. Au contraire, c'est justement là où prolifère l'imposteur, c'est qu'il a parfaitement compris ça. L'imposteur est un caméléon, une éponge vivante des valeurs de son environnement, et donc il sait parfaitement comment faire pour produire le chiffre et le score qui convient. Bien sûr, il y a les sportifs, mais dans tous les domaines, dans le champ du politique, bien sûr, dans le champ du journalisme, dans le champ de la recherche, dans le champ de la médecine, il y a une espèce de logique qui fait que la valeur est confondue avec une logique d'audimat. Vous savez ce que c'est la logique d'audimat au journalisme? C'est la même chose. Aujourd'hui, vous avez ça, par exemple, dans la recherche, ça va être les facteurs M, les impact factors, etc., qui vont laisser penser que, en fonction de votre chiffre de rentabilité de la production scientifique, ça détermine la valeur de vos travaux. Sauf que vous avez en 2013 Peter Higg, prix Nobel de physique, qui déclare au Guardian « Je ne serai peut-être aujourd'hui pas recruté à l'université parce que je ne serai pas considéré comme suffisamment productif. » C'est l'exemple même, mais bon, c'est sans arrêt. Moi, j'ai eu un certain nombre de responsabilités à l'université dans le recrutement des professeurs et des maîtres de conférences, dans leur promotion, etc., dans l'habilitation des laboratoires de recherche. Je peux vous dire qu'on voit très bien comment aujourd'hui les gens remplissent leur dossier de qualification en fonction de ce qu'ils connaissent de l'attente normative des experts. Et là, selon le cas, vous avez toutes sortes de tricheries possibles. On ne peut pas en sortir. On ne peut pas en sortir parce qu'on est dans un système. C'est-à-dire que la normalisation telle que j'en ai parlé, encore une fois, il aurait bien fallu différencier la normation, la normalisation. Bon, nous n'aurons pas le temps d'entrer dans toutes ces nuances, mais les normes, à partir du moment
ou dans une société moderne, pour aller vite, n'est-ce pas, elle constitue l'opérateur d'une régulation sociale et en même temps du contrôle des mœurs et des pratiques sociales au quotidien, et qu'elles ont tendance à s'intensifier, à s'amplifier et à s'infiltrer un peu partout, c'est très difficile. Exercer une pensée critique serait finalement la seule chose à faire. Exercer une pensée critique suppose que l'on ait du temps pour cela. Donc déjà, dans un univers comme le nôtre, où on travaille à flux tendu, et où on travaille, si vous voulez, de manière très chronométrée et de manière très, encore une fois, prolétarisée, c'est pas évident. Et puis il faut aussi une certaine confiance. Il faut aussi un certain amour, une certaine amitié pour l'autre. Souvenez-vous par exemple de la Boétie, du discours sur la servitude volontaire. Lorsqu'il explique comment on se met à servir le tyran, on se transforme en tyranno en pensant qu'on a avantage à servir le tyran puisqu'on peut en tirer profit en utilisant les autres, il dit qu'est-ce qui peut faire objection à la servitude volontaire? Il dit c'est l'amitié. Vous souvenez, la Boétie et Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi, mais je crois qu'il touche un point extrêmement important. Il faut qu'il y ait une certaine confiance et un certain amour dans la relation aux autres pour pouvoir avoir une pensée critique sur ce que l'on fait. Et je crois que le système actuel, on s'est laissé déposséder de ce temps, de cette pensée critique, de cette relation aux autres. C'est-à-dire qu'on est dans un individualisme de masse qui est compensé par un hédonisme de masse également, où finalement la valeur de ce que l'on fait est déterminée par une espèce d'appréciation, de transformation de nos actes en marchandises ou en spectacles. Vous savez ce que disait Guy Debord dans La Société du spectacle? Le spectacle est le lieu où la marchandise se contemple elle-même. Ce que vous faites à l'hôpital, ce que vous faites dans votre cabinet, n'aura de valeur qu'à partir du moment où ces actes seront convertibles en marchandises, c'est-à-dire convertibles à une espèce sonnante et trébuchante. Et c'est comme ça que vous avez aujourd'hui, vous le savez, par exemple, dans le dispositif de santé, par exemple, au Royaume-Uni, très récemment, des chercheurs d'Oxford ont mis en évidence que les logiques d'austérité dans les hôpitaux ont produit une surmortalité estimée à 38 000 décès pour l'année 2015. Donc, bien évidemment, à partir du moment où vous avez une logique austéritaire, une logique de financiarisation de l'ensemble de nos actes, eh ben, vous risquez de ne plus prendre soin des plus vulnérables, parce que bien évidemment ce sont essentiellement par exemple les enfants et surtout les personnes âgées qui pâtissent de ce type de logique. Mais vous l'avez en France. Très récemment, la Haute Autorité de Santé s'est inquiétée d'un certain nombre de surmortalités possibles liées à l'épidémie de grippe, mais pas seulement à l'épidémie de grippe, liées à l'épidémie de grippe face à des dispositifs d'urgence qui ne pouvaient pas accueillir les populations, ou envoyer les opérations reportées, ou bien le temps d'attente aux urgences s'allonger. Donc, vous voyez, les normes, on ne peut pas simplement en parler dans une espèce de philosophie pure, transcendantale, éthérée. Les normes, c'est quelque chose qui a à voir avec une manière de conduire les individus en société pour qu'ils produisent le plus de profit possible. Et là, il faudrait quand même dire un mot de Max Weber. Max Weber qui a beaucoup travaillé sur l'éthique protestante et l'esprit capitaliste. Max Weber montre parfaitement que le rationalisme économique, comme il l'appelle, c'est-à-dire le capitalisme, ne peut se développer qu'à la condition que les individus adoptent une certaine posture par rapport à leur vie, par rapport au monde, qui est une posture de rationalisation quantitative. Donc la norme, elle est extrêmement dépendante de cette manière de penser le monde et de penser le vivant.